Dans la session qui vient, nous allons nous intéresser à comment utiliser la donnée, la data, que nous accumulons dans nos opérations au quotidien pour améliorer le modèle Demand Driven. Demand Driven est vraiment synonyme et se marie très bien avec Data Driven. Au tout début de la méthodologie, un certain nombre de mises en œuvre ont parfois été, on va dire, à peu près, mais roughly right instead of precisely wrong ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas se baser sur des faits, sur de l'analyse de données pour pouvoir d'une part mettre en œuvre le modèle et d'autre part le faire évoluer au fil du temps. Au contraire, l'analyse de données est essentielle pour faire évoluer le modèle et donc il est important aussi que nos solutions permettent, facilitent cette analyse de données. Alors, j'ai eu des remarques ou des critiques sur le fait de dire tiens, tu as illustré cette analyse de données avec une courbe de Gauss, alors que sans doute aujourd'hui, notre supply chain ne répond pas à une loi normale. C'est vrai qu'on a une supply chain bien souvent qui vit aujourd'hui dans la normalité. Malgré tout, cette image est tout de même valide parce qu'elle soulève le fait que les informations pour pouvoir s'améliorer résident dans les extrêmes des distributions. Et donc, nous allons analyser ces extrêmes des distributions pour nous améliorer. Ce n'est ni plus ni moins que ce que nous dit le Demand Driven Institute, avec tous les jeux d'indicateurs, en particulier que l'on peut voir dans le Demand Driven Leader, dans le cours Demand Driven Leader, mais aussi dans le cours Demand Driven Plan. Ce qui est vraiment une force du modèle opératoire tiré par la demande du DDOM, c'est qu'on enregistre de la donnée et tout est conçu dans le modèle pour donner de la visibilité. Pour donner de la visibilité sur qu'est-ce qui ne va pas bien, est-ce qu'on est dans la bonne plage de stock ou pas, est-ce qu'on est dans la bonne plage de délai ou pas. On va pouvoir identifier les dérives, on va pouvoir identifier les moments où on ne suit pas la discipline du modèle, où les différents acteurs, pour des raisons X, Y, Z, ne suivent pas les règles de gestion que l'on a pu définir. Et donc, on va avoir la visibilité aussi au travers du modèle pour identifier quelles sont les pistes d'amélioration et sur quoi est-ce qu'on va pouvoir travailler. Est-ce qu'on va pouvoir travailler sur la discipline, sur l'état de l'eau, sur les délais, sur la variabilité? Quels sont les éléments à prendre en compte? Donc, ça veut dire qu'on va analyser de la donnée et l'outil clé pour analyser de la donnée aujourd'hui, c'est la business intelligence qui petit à petit va être accompagné, renforcé par des processus d'intelligence artificielle et on vous en reparlera courant 2022. On mettra un certain nombre de techniques d'intelligence artificielle à contribution. Mais avant de faire ça, on a déjà la possibilité d'utiliser tout ce qui est à notre disposition au travers des statistiques toutes simples, et puis des outils de visualisation et de BI qui existent sur le marché. Lorsque vous travaillez avec nos solutions, avec les solutions de Demand Driven Technologies, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez analyser les données avec l'ensemble des outils de BI dont vous disposez aujourd'hui, dont peut-être votre entreprise est équipée. Donc, vous avez peut-être une plateforme Power BI, ClickView, Tableau ou autre. Et donc, l'ensemble de ces plateformes peuvent être connectées à nos outils, à Replenishment Plus, bientôt à DBR Plus Cloud, au module APM, de manière à, au travers d'API et au travers de liaisons aux data, de manière à pouvoir à tout moment extraire des données, les utiliser, les valoriser. On va juste ouvrir une paire de tableaux pour illustrer ça, qu'il s'agisse de modèles Power BI ou même simplement de modèles Excel. Vous allez pouvoir au travers d'Excel et aux data accéder via Power Query et faire un certain nombre de choses sans avoir besoin de faire des extractions, des conversions de CSV vers Excel, etc. Donc c'est très simple et très ouvert comme architecture. Je vais vous montrer quelques exemples. Un petit exemple de tableau Power BI. Je vais prendre celui-ci par exemple. Donc vous avez un certain nombre d'analyses qui vont permettre, par exemple, d'exploiter des historiques et puis de repérer des articles, par exemple, sur lesquels, tiens, c'est bizarre, pendant longtemps, mon article est resté dans mon flux disponible est resté dans le jaune et pour autant, on n'a pas réagi ou passé de commande. Donc, on va avoir la possibilité de générer des tableaux de bord
plus ou moins complexes, plus ou moins riches, soit pour analyser des périodes historiques, soit pour analyser l'état de la situation actuelle de la base de données. Attention toutefois, ne peut-être pas. Au début, on a tendance à générer plein de rapports, et puis au bout d'un moment, on se dit tiens, mais en fait, quels sont les quelques éléments clés dont on a besoin pour mesurer notre modèle. Donc, faites attention au fait que les outils de business intelligence peuvent induire de la prolifération d'analyse, mais ça, plus d'informations peut tuer l'information. Donc, attention à bien générer les quelques informations pertinentes qui vont être utiles pour vos équipes pour prendre des décisions. Deuxième exemple, ici, tout simplement un petit tableau Excel, Power Query, avec un tableau croisé dynamique connecté à la simulation de module Advanced Planning. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, vous créer des vues de projection de valeurs de stock, de valeurs de supply, par exemple, au fil du temps, et outiller vos différents reporting externes ou simplement des analyses externes. Et il suffira de faire un petit données actualisées pour récupérer les éléments et pouvoir travailler dans votre Excel préféré. Alors, bien entendu, à consommer avec modération quand il s'agit d'Excel. On va pouvoir aussi utiliser le module de BI intégré. L'intérêt de disposer d'analyses intégrées, ça va être de simplifier l'accès à la donnée, parce que les rapports vont être directement connectés à la base de données sans avoir besoin d'extraire, comme on pourrait le faire pour alimenter un outil de BI externe, Power BI ou autre. Ça va être plus rapide de ce fait-là. Ça va aussi permettre de concevoir des rapports prédéfinis et les rendre accessibles à tous les utilisateurs ou à certains utilisateurs en fonction des droits d'accès et des distributions que vous voulez organiser. Vous pouvez planifier la distribution de rapports, vous pouvez bien entendu bénéficier de rapports prédéfinis, c'est-à-dire que à partir du moment où sur l'ensemble de la base de clientèle de Demand Driven Technologies, nous développons ou certains de nos clients partagent des rapports qu'ils ont pu développer, eh bien ces rapports sont mis à disposition de la communauté de manière à pouvoir bénéficier déjà d'éléments prédéfinis, pré-travaillés, comme vous allez en voir quelques-uns ensuite. Il est possible aussi de personnaliser ses propres rapports, car chaque entreprise est différente, et même s'il y a un certain nombre de dénominateurs communs, personnaliser les rapports en fonction des besoins de chacune des entreprises a beaucoup de sens. C'est un élément clé aussi d'appropriation. Alors, comment est-ce qu'on crée un rapport dans le module de reporting de Replenishment Plus? Écoutez, c'est relativement simple. Toutefois, vous n'allez pas nécessairement mettre ces fonctionnalités-là à disposition de tous les utilisateurs. Il est préférable d'avoir des super utilisateurs, je dirais, ou du moins des analystes qui ont déjà l'expérience d'utiliser des systèmes de BI, de mettre en relation des tables, de créer des analyses sans se tromper et sans générer des indicateurs qui sont erronés. Donc attention quand même à mettre à disposition de vos utilisateurs clés. Donc vous allez avoir dans cet éditeur un certain nombre de tables ou de vues qui sont mises à disposition, et l'ensemble de ces vues évolue au fil du temps pour répondre aux besoins. Donc là, je vais prendre deux tables
qui sont automatiquement mises en relation l'une avec l'autre sur les liens qui sont pertinents. Et puis, je vais concevoir mon rapport. Donc, par exemple, je vais concevoir un graphique. Je vais peut-être créer un champ calculé où je vais dire, voilà, je vais calculer un champ valeur de stock. Pour calculer mon champ valeur de stock, je vais aller chercher ici dans cette table le stock, donc ça va être inventory quantity par exemple. Je vais multiplier inventory quantity par le coût unitaire qui est dans ma deuxième table. Ça va me permettre du coup de calculer une valeur de stock. Donc je peux faire des formules plus ou moins complexes. Il s'agit d'une valeur monétaire. Je valide ça. Et puis, en fonction du coup de ce que je souhaite réaliser comme rapport, eh bien, je vais peut-être regrouper sur un type article. Tiens, voilà, par exemple, je vais prendre Material Type. Et puis, je vais mettre cette valeur de stock, par exemple, parmi les visualisations. Et là, voilà, par rapport aux différents types de matières, je vais voir mes valeurs de stock. Bon, là, c'est quelque chose de très sommaire, un premier rapport très, très sommaire, pas très joli, pas très parlant, pas très utile sans doute, mais ça vous montre les principes de réalisation d'un rapport personnalisé. Ce qui va être important à partir du moment où vous réalisez des rapports personnalisés, comme je le disais tout à l'heure, souvent on a tendance à générer plein de choses, on a beaucoup d'idées, et au bout d'un moment on est perdu avec des listes et des listes de rapports, donc en fait on a intérêt à s'organiser et en fonction de votre organisation interne, créer des catégories et organiser les différents rapports de manière à ce qu'ils soient facilement lisibles, accessibles. Un exemple d'organisation qu'on vous recommande et qu'on a mis en place pour différentes entreprises, c'est simplement d'avoir une petite articulation sur un certain nombre de rapports clés qui vont porter sur l'historique, l'analyse de l'historique, parce que cette analyse d'historique va permettre d'identifier des familles d'articles ou des articles qui ne se comportent pas tout à fait comme on le souhaiterait. On va aussi avoir un certain nombre de rapports qui pointent sur la situation actuelle, le présent, et puis des rapports qui pointent sur le futur. Alors là, dans ce cas-là, on a identifié et créé deux catégories. Des rapports qui portent sur le futur en termes de projection de stock et d'approvisionnement, et puis un deuxième jeu de rapports qui porte sur toutes les analyses de charge-capacité issues du RCC. Donc si on prend quelques exemples, si on analyse par exemple la performance passée, on va aller voir quelques rapports sur la supervision du modèle demand-driven, sur des analyses de rupture, d'excès, de pic, et bien entendu, on peut créer quelques rapports supplémentaires au besoin, par exemple pour analyser la stabilité du top du verre. Est-ce que nos buffers sont suffisamment stables ou pas? Donc, je vais revenir sur cette instance pour voir quelques exemples. Je vais prendre par exemple cet exemple-là qui est un rapport agrégé. Alors, je vais pouvoir trier ce rapport agrégé ou le filtrer de manière à sélectionner un site, un fournisseur, un planeur et créer tous les filtres qui sont pertinents pour mes analyses. Et je vais voir si au fil du temps, alors là, il s'agit d'une base de démo, donc on ne voit pas nécessairement une situation en très très bonne santé. On voit là que sur ce rapport-là, on devrait avoir de plus en plus d'articles en vert, ce n'est pas encore tout à fait le cas. On voit quand même un stock actuel qui se rapproche du stock cible et on va pouvoir monitorer par rapport à la bande passante. On va voir les statuts d'exécution, les
rupture, le délai, l'évolution du stock annexé. On va éventuellement intégrer des visuels qui vont permettre de descendre à un niveau de granularité plus fin pour l'analyse des résultats, etc. Donc là, premier type de rapport, des rapports agrégés qui vont plutôt s'adresser à vos managers, responsables supply chain, responsables appro, et vous allez avoir d'un coup d'œil les grandes tendances. Vous allez voir si vous améliorez ou pas, et vous allez pouvoir questionner et discuter avec les équipes sur comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer par rapport à cette situation-là. Deuxième type de rapport que nous allons voir, ce sont des rapports plus détaillés, où on va descendre à des niveaux articles et aller voir les articles qui ne se comportent pas très bien. Donc là, par exemple, on a un tableau qui a fait une analyse sur les 90 derniers jours. Sur ces 90 derniers jours, j'ai par exemple le premier article qui a été en rupture 88 jours sur les 90, donc c'est pas génial. Et puis, vous voyez, au fil du temps, quand on descend, on a un certain nombre d'articles qui restent quand même en rupture. Là, je sais pas, 35 jours sur les 90 jours. Donc, je vais aller voir, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé sur cet article-là, et je vais avoir son évolution et le nombre de jours. Donc, effectivement, on voit que, notamment sur ces derniers jours, on a sans doute des commandes en retard. Et donc, si je zoome un petit peu ici, je vais voir que, certes, j'ai du stock, mais un stock qui est sans doute faible et qui cache en réalité des commandes en retard qui sont supérieures à ce stock-là. Et donc, je vais pouvoir aussi, quand je suis... Donc, je vois que j'ai effectivement 6200 en stock, mais que j'ai des besoins qui sont dans le passé, qui remontent par exemple en février et qui excèdent en termes de quantité mon stock disponible. Donc, je suis effectivement encore aujourd'hui en rupture, et j'ai été en rupture pendant une trentaine de jours sur cette base-là. Donc, ce qui va être intéressant aussi dans ce type de rapport, c'est d'aller identifier des causes potentielles de ces situations. Et là, si vous zoomez un petit peu, vous allez voir par exemple que sur le premier article, on identifie que par rapport à cette période-là, on a sans doute deux facteurs prépondérants par rapport aux analyses que l'on fait. C'est que le délai réel sur cet article est plus long que le délai planifié pour cet article. Et d'autre part, qu'on s'est retrouvé pendant toute une période où l'équation de flux disponible était inférieure au top du jaune. Donc on a deux causes racines qui sont identifiées ici. D'une part, notre planificateur sans doute n'a pas suivi les recommandations puisque le flux disponible est inférieur au top du jaune pour une longue période par rapport aux 90 jours que l'on examine. Et d'autre part, sur cette même période, on constate que le délai est supérieur au délai planifié. Et donc, par rapport à ça, on va pouvoir identifier les pistes d'amélioration. Typiquement, par exemple, si je prends ce premier article, effectivement, j'ai un délai moyen actuellement constaté qui est estimé à 160 et quelques jours pour 70 jours de délai nominal. Donc, ce type d'analyse va être très très utile à vos planificateurs et vos approvisionneurs, puisque d'un coup d'œil, vous allez chercher les articles qui sont les plus à risque, les plus à problème, et en plus de ça, vous avez des indications sur quelles sont sans doute les causes racines qui viennent contribuer à cette situation. Vous allez avoir le même genre d'analyse, et c'est important aussi d'avoir cette vue-là, le même genre d'analyse sur des pics de demande. Si on constate par exemple des pics de demande importants, comme c'est le cas sur ces articles-là, ben c'est sans doute utile d'aller voir un petit peu ce qui se passe, parce que quand on a des pics de demande qui sont très forts par rapport à la zone rouge, peut-être que ça veut dire que notre
buffer est mal dimensionné, ou peut-être que ça veut dire qu'on a une variabilité particulièrement élevée. Donc là, vous le voyez en zoomant sur cet article, j'ai effectivement des pics de demande qui sont mes courbes bleues ici, qui excèdent très largement la zone rouge et encore plus le seuil de détection de pic qui est sur cet article à 50% de la zone rouge. Donc je vois effectivement que j'ai un problème et potentiellement j'ai tendance à penser que cet article il est essentiellement sécurisé par sa zone verte, comme vous pouvez le voir, mais les zones rouges et les jaunes, du fait d'une consommation moyenne jour faible, sont très faibles. Et très probablement, c'est un article que vous devriez plutôt considérer comme étant candidat à un min-max avec un buffer statique plutôt que d'essayer de faire coller un buffer dynamique sur cet article-là. Mais là, c'est là que l'intelligence de vos équipes doit intervenir pour mieux décider quoi faire à partir de cette situation-là. Un autre exemple de rapport, est-ce que j'ai là? Non, je n'ai pas là, donc je voulais vous remontrer un autre exemple, mais c'est pas grave. On va passer sur une autre vue qui, là, va être une vue de situation actuelle. Donc sur la situation actuelle, vous avez la possibilité de voir un certain nombre de choses. Ça peut être par exemple d'identifier les écarts entre stock actuel et stock cible, d'identifier des problématiques de données techniques. C'est vraiment important, par exemple, de voir si vous n'avez pas de problème avec des délais à zéro, avec des choses qui semblent incohérentes ou qui ne sont pas en accord avec les profils de buffer qui sont appliqués aux différents articles. Là, j'ai une vue, par exemple, qui va permettre de voir que sur ce site-là, ou sur ce type de matière-là, j'ai un écart important entre la valeur de stock cible et la valeur de stock actuel, où j'aurai par exemple un stock cible supérieur à la valeur de stock actuel. Si je clique sur ma famille, je vais pouvoir zoomer pour aller voir les articles individuels qui représentent le plus d'écart. Et par exemple, ici, je vais pouvoir me dire, tiens, mais pourquoi sur cet article-là, j'ai un tel écart? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que mon buffer est bien dimensionné? Ou est-ce que j'ai des données techniques qui sont incorrectes? Vous allez pouvoir avoir aussi toutes sortes d'analyses et de visualisation sur les nombres d'articles qui sont dans différentes catégories, etc. Là encore, attention à bien cibler ce qui est utile. Vous avez d'ailleurs dans notre système de business intelligence la possibilité de voir si des rapports sont fréquentés, s'ils sont utilisés, si les utilisateurs y vont, à quelle fréquence, etc. Et si vous avez des rapports qui ne sont pas vraiment utilisés, supprimez-les. Moins on aura d'informations, mais plus cette information sera pertinente, mieux c'est. Dernier type de rapport que l'on va pouvoir regarder à titre d'exemple sur cette instance, ce sont des rapports orientés sur le futur. J'ai tourné mes simulations en support du DDSNOP, je projette mes buffers et je vais pouvoir, par rapport à ces projections de buffers, identifier les situations aux limites pour pouvoir prendre des décisions d'adaptation, de positionnement de facteurs d'ajustement, de lissage de charges, tout type de décision à prendre de manière à anticiper correctement le modèle ou à préparer le modèle à la demande qui arrivera dans le futur. Exemple de visualisation. Ici, un rapport, par exemple, qui va projeter sur le futur les valeurs d'appro et de consommation. Alors, en l'occurrence, sur ce graphe-là, ça a été représenté en palette. Donc, vous pouvez représenter en valeur, palette, en mètres cubes, en heures, différentes unités d'œuvre que vous avez intégrées et importées dans Replenishment Plus avec les facteurs de conversion. Et à partir de là, par exemple, j'ai sur mon scénario actuel une vue où je vois que sur ce site-là, donc je peux avoir des vues bien sûr au niveau site, au niveau entreprise, etc. Sur ce site-là, j'ai un stock actuel de l'ordre de 3600 palettes et je prévois de descendre ce stock aux alentours de 2500 palettes dans la deuxième moitié de l'année. Est-ce que c'est safe de faire ça? Oui, a priori, oui. Je n'aurais même plutôt une diminution en faisant ça de mes articles qui seraient à risque. Maintenant, si je veux analyser d'un
de manière un peu plus détaillée les projections. Je vais peut-être utiliser sur une famille, donc je vais pouvoir sélectionner des familles d'articles, des sites, etc., des périmètres de surveillance. Là, je vois que sur cette famille-là, j'ai un stock qui est à ce niveau-là. Je vois que dans le passé, j'ai eu des backorders. Dans le futur, mon stock devrait descendre ici, mais attention quand même, actuellement, je suis bien. Dans les semaines à venir, je devrais être bien parce que je prépare ma période de fermeture d'été. Par contre, au sortir de ma période de fermeture, je vais quand même avoir une période où mon stock est un peu bas. Et ici, je vois que j'ai des risques de backorder qui sont identifiés. Et si je descends un peu plus au niveau des articles, je vais voir que, tiens, par exemple, à hauteur là, de la semaine 34, j'ai quand même 35 articles qui descendraient dans le rouge en fonction des simulations actuelles et 27 autres qui potentiellement ont des risques de rupture. Donc, je vais considérer que tout ça est à risque. Je vais aller voir de plus près quels sont les articles concernés. Par exemple, c'est cet article-là et je vais voir sa projection issue du module APM. Donc, je vais voir effectivement que je projette ici potentiellement d'être en retard de 12 000 pièces, mais bien sûr avec une incertitude, ça peut être pire ou ça peut être moins. Et éventuellement, je vais aller directement dans l'APM pour aller voir la situation sur cet article et pouvoir agir dessus. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est analyser les projections charge-capacité. Donc là, par exemple, sur un centre de charge clé pour ce jeu de données, je vais voir que dans le futur, alors là, j'ai un jeu de données qui est une base de démo un petit peu décalée, donc j'ai pas nécessairement la bonne charge au tout début de l'horizon, mais ici, sur l'horizon, je vois que j'ai une période un peu faible et ensuite je vais bien remplir l'horizon. Je vais pouvoir aller voir quels sont les articles qui me génèrent la majorité de la charge sur cet horizon et je vais pouvoir prendre des décisions en fonction de ce qui est ferme et de ce qui est prévisionnel et peut-être prendre des décisions de lissage, d'adaptation, etc. Je vais aussi avoir des vues du type charge système où je vais dire par exemple, là j'ai sélectionné mes 60 prochains jours. Et sur mes 60 prochains jours, je vois que j'ai un certain nombre de postes de charge là qui seraient chargés au-dessus de la capacité nominale que j'ai définie pour l'instant. Donc, je vais aller un cran plus loin dans l'analyse pour voir quelles sont les actions que j'ai à mener pour éviter des problèmes par rapport à cela. Donc, la visibilité est vraiment importante. Elle va permettre à vos équipes de prendre des décisions par exception et de se polariser sur les quelques éléments qui méritent attention et action. Bientôt, nous avions dans la version de DVR+ classique développé un certain nombre de rapports d'analyse, y compris de rapports de process mining basés sur la base de données on-premise utilisée par DVR+. Alors que nous migrons sur le cloud avec la nouvelle version de DVR+, qu'on vous présentera jeudi, vous verrez aussi que on va développer les rapports de performance. Et ça, c'est vraiment important quand vous avez un pilotage d'atelier, de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe pas bien dans les files d'attente, quelles sont les gammes ou les flux qui sont à risque, quelles sont les problématiques récurrentes d'aléas sur certains flux, sur certains équipements, comment est-ce que je dois redimensionner et adapter mes sécurités et aussi mes modes de réaction dans l'atelier, de manière à faire en sorte qu'au fur et à mesure, lorsque j'arrive dans mes files d'attente, dans mes buffers de temps, j'ai, on va dire, 80% de mes jobs qui arrivent jusqu'à la fin de la zone jaune. De la même manière, je vais pouvoir piloter mes performances sur les points de contrôle et en particulier sur les contraintes, pouvoir mesurer les aléas, le débit réel et la capacité démontrée par rapport à la capacité théorique, l'avance-retard, etc. Donc, très important aussi d'avoir l'ensemble de ces jeux de mesure sur le déroulement dans l'atelier. Voilà pour ces quelques messages. Donc, le message clé, c'est Demand-driven, c'est vraiment data-driven. On collecte de la donnée, cette donnée est hiérarchisée, on peut aller directement sur les données qui sont pertinentes pour améliorer le modèle, et finalement, c'est de l'amélioration du modèle que vous allez obtenir les principaux gains dans votre démarche demand-driven. Donc, prenez soin de ce processus. Merci à vous et nous allons passer à une session de questions-réponses.